De plus en plus, la liberté de la presse est utilisée par certains journalistes pour s'adonner à des pratiques contraires à l'éthique et la déontologie. Le CORED a été mis en place en tribunal des pairs pour réguler davantage le secteur. Djanjor. La liberté d'expression est l'un des principes fondamentaux de tout système démocratique qui repose sur une liberté d'informer juste et vrai. Cependant, cette règle est de nos jours remise en question. La profession semble être écorchée par certains journalistes dont les exigences de déontologie ne sont presque plus prises en compte. Leur prétexte, la liberté de la presse qui doit être encadrée. Attention, il s'agit d'une liberté encadrée. Cette liberté-là, elle est encadrée, elle est même régulée. Et elle a pour limite la responsabilité du professionnel de l'information. C'est la responsabilité qui est la contrepartie de la liberté. Donc, si vous voulez, la liberté de la presse marche sur deux pieds. Il faut une liberté, c'est-à-dire une absence de contrainte, entre guillemets, et une responsabilité, c'est-à-dire la possibilité pour le professionnel de l'information de répondre de son activité d'information. Cette liberté de la presse a jadis fait l'objet de plusieurs luttes. Après son acquisition, elle est mise en danger. Sous le regard critique de ce journaliste témoin et acteur de ces combats, la responsabilité de certains confrères doit être revue. La liberté de la presse, c'est la liberté du journaliste de s'exprimer, mais c'est aussi le respect de la liberté des autres. Et la liberté qui concerne l'intimité des gens est au centre véritablement de la morale professionnelle. On ne peut pas dire de tout le monde ce qu'on veut, de tout le monde ce qu'on sait. Les informations fondées sur des rumeurs ou nouvelles croustillantes de la vie privée de l'individu sont livrées à un public désormais méfiant. Vérifier l'information, savoir comment poser les questions, surtout savoir quoi dire, quoi informer des gens, ne pas soulever la population. Il faudrait maintenant trouver des garde-fous maintenant pour essayer de mettre fin par exemple à des calomnies. Un journaliste qui s'excuse, non, c'est extraordinaire. Un journaliste ne doit jamais s'excuser. Parce que l'information qu'il doit donner doit être une information vérifiée. Si le métier de journaliste est sur le point de perdre sa crédibilité, c'est parce que la profession renvoie de plus en plus une image négative. Le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal soutient que cette question est au cœur des textes du Code de la presse. Il y a le projet de code, évidemment, qui parle énormément de beaucoup de choses qui ne reste aucun secteur en rade dans le monde de la presse. Mais nous avons voulu également qu'il y ait le tribunal des pairs. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, le bureau a été mis en place hier, qu'il n'y ait plus ce réflexe d'aller vers les juridictions ordinaires, d'autant plus que nous avons demandé à ce qu'il y ait une dépénalisation des délits de presse, qui ne veut pas dire qu'il y ait une certaine impunité contre des professionnels d'information. Consciente de son obligation de recadrer ce secteur, la corporation met en place le CORED, Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Les raisons de la mise en place du CORED sont liées au constat que dans la presse, il y a beaucoup de dérives. C'est-à-dire que les gens oublient ce que liberté veut dire. Liberté va de pair avec la responsabilité. Ils doivent pouvoir s'interroger. Est-ce que l'information que je donne, est-ce que ça ne blesse pas quelqu'un? Est-ce que l'information que je donne, est-ce que ça ne va pas détruire des familles? La liberté est tout d'abord une responsabilité individuelle. L'entretenir et en faire bon usage dans l'exercice d'une fonction est plus que crucial. D'autant plus que le journaliste a le droit d'informer et le devoir de ne pas porter atteinte aux droits des autres. Oui, cette journée mondiale de la presse est le prétexte pour parler de certains corps de métier de l'audiovisuel, caméramen, monteurs, réalisateurs, preneurs de son. Leur formation coûte cher et à défaut d'écoles spécialisées, ils sont formés au niveau des centres privés. Focus sur les techniciens de l'audiovisuel avec Maïmounassi. On les appelle souvent les hommes de l'ombre. Il s'agit des cadreurs, réalisateurs, techniciens son et vidéo, monteurs, entre autres professionnels de l'audiovisuel. Une bonne partie de ces techniciens sortent des centres privés de formation. Le pionnier dans le secteur, les médiacentres Forut, qui sélectionnaient par voie de concours avant de passer à l'option professionnelle. C'est par voie de concours que les jeunes avaient accès à l'école. Et on respectait aussi la parité.
Si le groupe est 16, il y a 8 filles, 8 garçons. Si c'est 12, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors lorsque, comment dirais-je, le FORUT est parti, donc il fallait changer de statut. Donc nous sommes passés maintenant à l'inscription, au système d'inscription. Donc il faut venir, il y a quand même certains critères qu'il faut d'abord observer, c'est-à-dire avoir un bon niveau scolaire, minimum le BFM, maximum le bac ou le niveau du bac. Et là, si on s'inscrit, bon, on les fait passer quand même des petits tests pour voir quand même le niveau. À côté du médiacentre FORUT qui a formé des générations de techniciens en audiovisuel, il y a aussi l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, ISIC. Ici, la formation dure 1 an et les étudiants viennent très souvent avec le niveau du BFM ou du baccalauréat. Ici, il y a une filière dénommée certificat en technique de communication qui forme les étudiants en prise de son, prise de vue, en montage, et puis pendant 1 an. Après 1 an, c'est des personnes qui sont capables de faire un son, de faire une prise de vue, de monter un programme, et puis aussi de le commenter, parce qu'ils suivent en même temps un cours de rédaction journalistique. Le parchemin acquis, ces techniciens peuvent intégrer les télévisions. Le médiacentre, tout comme l'ISIC, a produit des professionnels qui font aujourd'hui la fierté des entreprises de presse, comme la RTS. Aminata Wade Kaba fait partie des toutes premières camérawoman du Sénégal, la première au niveau de la télévision nationale. Entre la caméra et elle, c'est une longue histoire. C'est une amie. Parce qu'une amie, c'est un tout. On discute avec. On tisse des relations. Et puis, on a un sentiment très profond que l'on partage. Malgré la grande passion qu'elle a pour le métier de cadreur, qui se féminise de plus en plus, Aminata avoue cependant que c'est un travail qui ne laisse pas beaucoup de chance aux femmes. Il y a beaucoup de contraintes. Lorsqu'on est marié, on a des enfants, on doit aller dans certains endroits. Ce n'est pas évident pour les femmes. Par exemple, dans les chants religieux, peut-être que des fois on tolère, des fois non. En tout cas, c'est destiné aux hommes. En plus de la caméra, le montage constitue également un maillon important de la chaîne de production en télévision. Cette étape apparaît comme la plus importante. Le montage, j'ai envie de dire que joue ce rôle intermédiaire entre le tournage et avant la diffusion de l'élément à la télévision. Donc c'est là véritablement où on procède à ce travail de synthèse que constitue le montage en vue de proposer aux téléspectateurs ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les télévisions. À quelques mois du basculement vers le numérique au Sénégal, les outils de travail de ces techniciens en audiovisuel vont changer, d'où la nécessité de s'adapter pour ne pas manquer le train des mutations. On a besoin de formation. Il n'est pas dit que je suis chef monteur, que je n'aurai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit dans les métiers du montage. Vous l'avez vu, le montage d'antan. Maintenant, on parle d'infographiste monteur. Ensuite, on parle de monteur essentiellement truquiste. Ou bien on parle de monteur qui essentiellement se penche sur l'étalonnage. Il y a des étalonneurs maintenant. C'est des métiers que nous faisons ici. Un seul monteur peut s'occuper de toutes ces histoires. Mais ce qui est sûr, c'est que si on s'installe dans la modernité et dans l'évolution des choses, naturellement, il y a de ces choses que les monteurs font ici qui ne devaient nullement relever de maintenant. La formation se présente dès lors comme un levier essentiel. Mais il faudra aussi compter avec le talent et la créativité de ces professionnels qui constituent l'épine dorsale d'une chaîne de télévision. Et puis nous vous parlons de la confection d'un quotidien d'information. Cela nécessite l'implication des journalistes, de correcteurs, de monteurs, mais aussi de l'administration. L'essentiel du travail se fait la nuit, une tâche prenante qui demande beaucoup de sérieux. Jenna Badja. La presse en général est un travail à la chaîne. La première étape de la confection d'un journal repose essentiellement sur le journaliste. Celui-ci se charge de la collecte et de la rédaction des articles. Au quotidien national Le Soleil, après la première réunion de rédaction du matin consacrée à la critique du journal de la veille, se tient une deuxième entre 18h et 19h. Elle permet de définir l'agencement de l'édition du lendemain.
Lorsqu'on vient en salle de réunion pour la rédaction à 18h-19h, chacun présente son menu. C'est comme un menu dans un restaurant, vous venez, moi j'ai ceci, l'autre est intéressé par tel. Donc quand on vient, on dit que le service politique, voilà les informations qu'il a pour cette journée. L'économie fait la même chose, le sport, la culture. Et là, on fait un arbitrage, voir le titre qui est beaucoup plus intéressant ou bien le texte qui pourrait faire l'ouverture du journal. Cette dernière séance de la journée réunit le coordinateur général des rédactions, le rédacteur en chef central ainsi que les chefs de service. Après la rencontre, ces derniers continuent de corriger les différents articles des reporters. La correction finale est assurée par une équipe de 4 personnes qui ne sont pas des journalistes. Leur tâche consiste à ne laisser passer aucune faute. C'est un travail qui est extrêmement difficile dans la mesure où on est tenu d'être trop exigeant avec nous-mêmes. Parce que même si c'est une toute petite coquille qui passe, nous sommes totalement responsables. Le service montage prend le relais après la correction des articles. Là aussi, c'est toute une panoplie de consignes à respecter. Au niveau du soleil, on a une charte graphique. C'est en fait des règles de mise en page pour avoir un journal, une mise en page uniforme. Donc tout cela permet que le journal soit vraiment plus joli et que les lecteurs s'y retrouvent plus. L'élaboration d'un journal nécessite compétences, vigilance, coordination et disponibilité. Un travail éditorial, un travail de conception d'articles, un travail de doter le journal de contenu, mais tout ça je l'ai fait avec l'ensemble de la rédaction. C'est un travail qui est très prenant. Je suis présent ici le matin à partir de 11h30 et je ne quitte qu'après le bouclage qui peut intervenir parfois vers minuit, 1h du matin. Le journal ne sera bouclé qu'après sa validation par le directeur général. Des informations de dernière minute peuvent tomber. C'est pourquoi tous les services sont tenus de rester jusqu'au bouclage du journal. Parlons maintenant du web-journalisme ou blogging si vous voulez. Au Sénégal, ils sont une centaine de blogueurs présents sur le net, comme les journalistes classiques. Ils diffusent des informations avec l'aide de supports comme les réseaux sociaux, les blogs ou les plateformes d'information. C'est un sujet de René Léon Fonseca. À 28 ans, Demba Gueye fait partie des journalistes citoyens les plus actifs au Sénégal. Lui préfère plutôt le terme blogueur. Son blog, le voici, 637 vues en moyenne. Le blogging, il a commencé il y a juste 3 ans et cela lui réussit bien. Nous sommes pas là pour prendre la place des journalistes. On s'exprime, on essaie de s'exprimer comme on peut. Les journalistes, ils ont une certaine formation, ils ont une manière de traiter l'information et tout. Nous, on le fait de manière beaucoup plus spontanée. D'accord? Pas forcément moins éthique, mais nous prenons la responsabilité de ce que nous disons. D'autres sont journalistes et web citoyens en même temps. C'est le cas de Basile Niane. Ce passionné de l'Internet fait partie des premiers blogueurs sénégalais. Ce qui m'a le plus poussé est que quand j'allais en reportage, des fois je rentrais et je donnais une partie du reportage et ça restait une autre partie. Donc je me suis dit, pourquoi maintenant garder un son au niveau de la rédaction, pourquoi ne pas prendre ce son-là et le publier ça sur le web et partager avec les internautes ce que tu es en train de faire. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du blogging. Comme eux, ils sont une centaine au Sénégal. Le phénomène a connu un succès grandissant autour de 2004 avec la naissance des réseaux sociaux. Naîtra alors un nouveau média et un nouveau type de citoyen. Le blogueur est un blogueur, tout simplement. Et dans le blogueur, il faut mettre quelqu'un qui aime partager du contenu par la production de ce contenu même. Derrière, on ne peut pas forcément parler d'information. Par contre, le journaliste citoyen, c'est quelqu'un qui est conscient d'un problème en fait de société et qui voudrait transmettre ou retransmettre ce débat sur la toile. Et c'est quelqu'un qui peut en même temps aussi suivre une conférence de presse ou bien aller au stade et diffuser à temps réel toutes les informations. Serons-nous tous blogueurs un jour? Ou faisons-nous déjà du blogging sans le savoir en utilisant Facebook ou encore Twitter? Qu'ils soient journalistes 2.0, journalistes citoyens, blogueurs ou web activistes, pour eux, le blogging a de beaux jours devant lui.
Allons à Tambacounda. Là-bas, la plupart des quotidiens édités à Dakar sont inconnus. Seuls quelques journaux arrivent dans la région tard dans la journée et parfois même le lendemain. Une situation déplorable et certains lecteurs se rabattent sur les sites d'information pour rester au contact de l'actualité. Abdoulaye Sinkare. À Tambacounda, impossible de se lever le matin et avoir son journal. Les quotidiens qui sortent à Dakar ne sont disponibles ici qu'en début de soirée. Et sur les dizaines de titres, seuls quelques-uns arrivent dans la région. Nous recevons les journaux des fois très tard le soir. Et c'est très difficile pour nous. Bon, des fois aussi, ça ne vient même pas. Les publications venaient, mais depuis quelque temps, ils ont diminué. À l'époque même où tous les journaux arrivaient, tous les titres arrivaient, c'était problématique déjà parce qu'il fallait attendre jusqu'à 16h, 17h donc pour pouvoir avoir ces différents titres. Donc maintenant ça s'est accentué parce qu'il n'y a qu'un seul titre qui vient pratiquement tous les jours. Donc un deuxième a commencé à venir ces derniers temps et ça pose réellement un problème, quoi. C'est dommage, même sur le plan professionnel c'est un peu handicapant. ADP ne distribue plus les quotidiens. Pour les régions éloignées, quoi, dont Tambacounda. Donc nous ne recevons que les revues de manière hebdomadaire. Bon, comme quotidien, nous recevons cependant l'Observateur, bon, que ADP ne distribue pas, quoi. Présentement, nous sommes en pourparlers avec ADP pour redémarrer un peu les quotidiens, quoi. Un vide immense que les lecteurs essaient de combler en écoutant les revues de presse, mais aussi en se connectant aux sites d'information. Au niveau local, il y en a 3, Alkouma, Khibar Tamba et Tambacounda.info. À l'origine, il y avait un seul site, celui que j'administre, quoi, Tambacounda.info. Maintenant, il y a 2 ou 3 autres sites, quoi. Donc, ça veut dire que le besoin est là. Les gens ont envie de s'informer, mais malheureusement, les moyens ne suivent pas. Donc, on est obligé, et ça va se multiplier, les sites vont se multiplier. Et parce que, effectivement, ceux qui ont la chance d'avoir la connexion chez eux sont obligés d'ouvrir les différents portails, etc., pour essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Parce que les différents portails, par exemple, chez nous, nous sommes en train de contractualiser avec certains organes qui se trouvent à Dakar pour un peu combler ce vide-là. Parmi la dizaine de correspondants présents à Tambacounda, la moitié écrit pour des quotidiens qui n'arrivent pas dans la région. Un enclavement médiatique qui porte atteinte au droit à l'information.